Voilà, bonjour, bienvenue. Merci de vous être déplacé en ce vendredi après-midi, mais je crois que le plateau est largement alléchant. Donc, ce sera M. Langendries qui va vous parler de tout ce qui concerne la violence et le respect de la personne âgée. Alors, je vous salue, vous ici présentes. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes les autres personnes qui sont dans la salle de délestage et leur dire que, bon, ben, ils ne sont pas présents, mais notre pensée est avec eux également. Alors, je crois que si vous êtes là, ce n'est pas pour m'écouter parler, c'est surtout pour écouter M. Langendries, qui va vous, pendant 3/4 d'heure, 50 minutes, je pense, vous entretenir. Et puis, il y aura moyen de lui poser quelques questions. En tous les cas, je veux lui dire à quel point Viatrome est heureux et honoré qu'il ait accepté de réaliser cette 5e réunion pour nous aujourd'hui dans le cadre de ce salon. Voilà, je lui cède la parole. Merci. Et encore merci. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis assez ravi de voir autant de monde ici dans la salle. Et aussi, nous allons maintenant aborder peut-être un sujet peut-être un peu plus délicat, un peu plus difficile à aborder, un sujet tabou quand même, qui est la maltraitance des personnes âgées. Alors, avant de vous parler de la maltraitance des personnes âgées, d'abord peut-être vous expliquer ce que, en région wallonne, on a mis en place, en tout cas ce qui a été mis en place pour lutter contre la maltraitance des aînés. Alors, je vais vous parler donc de notre fonctionnement qui est l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou aînées, de son second nom, c'est pas facile à dire, vous connaissez sûrement, qui est l'ASBL Respect Senior. Alors, petit rappel quand même juridique. L'agence a été créée au départ d'un décret en juillet 2008 et a fonctionné à partir de mai 2009. Alors, pourquoi ce petit rappel juridique? Parce que c'est quand même important de pouvoir à un moment donné se dire que en région wallonne, à un moment donné, il a été pris conscience du phénomène. C'est-à-dire que par un décret, il expliquait clairement dans ce décret qu'il existe en région wallonne de la maltraitance envers les aînés et que d'un autre côté, on met en place un dispositif pour lutter contre cette maltraitance. Donc c'est quand même un élément important. Donc d'abord, une prise de conscience. Ensuite, c'est aussi une reconnaissance du travail accompli, parce que vous verrez un peu dans l'historique qu'à partir de déjà 1996, des professionnels avaient ressenti des éléments que la personne âgée était peut-être pris dans certains éléments de violence et donc de maltraitance, avait commencé à réfléchir à cette notion de maltraitance et je vous parlerai un peu de l'historique. Donc, deuxième élément, reconnaissance du travail accompli. Et puis, troisième élément dans ce décret qui est quand même important, c'est de mettre à un moment donné des moyens en action. Il était bien évident que dans le domaine du social ou de l'aide à la personne âgée ou à toute personne, que ce soit les enfants ou les adultes, les moyens ne sont pas toujours suffisants. Mais bon, ici, force est quand même de constater qu'à un moment donné, des moyens ont été mis en place, donc des moyens financiers, de par un décret, c'est-à-dire une subvention qui rend l'activité pérenne. Et donc ça, c'est quand même assez important aussi de souligner. Alors, juste petit détail, ce décret n'existe plus, ça veut dire qu'on existe encore, puisqu'il y a aujourd'hui en région wallonne une nouvelle législation qui est le Code wallon de l'action sociale, dans lequel nous nous retrouvons en tant que dispositif de lutte contre la maltraitance des aînés. Alors l'histoire, je vous ai dit, depuis déjà 1996, on réfléchissait dans différentes provinces, notamment à Liège ou dans le Luxembourg, sur cette problématique de la personne âgée. 2003, il y a eu l'assemblement de toutes ces petites associations qui étaient notamment dans la province du Hainaut, dans le Luxembourg, à Namur, dans les orientales, pour créer ce qu'on appelle le réseau Libre Âgé et le numéro vert. Et alors normalement, il y a un petit jingle qui passe, puisque c'est une petite page de publicité sur notre numéro d'appel, c'est le 0800 30 330. Donc ça, c'est pour mettre un peu d'humour par rapport à cette problématique. Mais donc c'est quand même, je vous rappelle, un numéro à retenir en tant que professionnel des soins de santé. Alors donc création en 2009 de l'agence Respect Senior. Alors assez rapidement, qu'est-ce qui se passe en Belgique? En Belgique, vous avez donc, vous êtes tous au courant, on a trois provinces et donc il y a une organisation, trois régions. Une organisation qui se fait en Flandre au travers là d'un seul numéro d'appel qui est le 7212, qui est un numéro d'appel pour toutes les formes de violence, qu'elles soient intrafamiliales, donc vis-à-vis des petits-enfants, vis-à-vis des violences conjugales, etc. Mais il y a aussi dans cette fonction, je dirais, l'appel pour les personnes âgées.
À côté de ça, vous avez à Bruxelles un organisme qui s'appelle le CEPAM, qui est aussi, lui, responsable pour écouter les appels téléphoniques liés à la maltraitance des personnes âgées. Et cet organisme travaille dans la structure Inforum Bruxelles. Et puis en Wallonie, vous avez donc une agence qui s'occupe de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Vous verrez qu'elle va même au-delà, puisqu'elle a quand même un rôle d'information. Alors, ce qui est quand même important de vous rappeler, c'est que pour aborder la maltraitance et pour pouvoir aider les personnes dans des situations, il ne faut pas faire ça de façon irréfléchie. Donc, je vous ai dit que depuis 1996, il y a des personnes qui s'occupent de mettre en place un dispositif ou une réflexion par rapport à la lutte contre la maltraitance. Et nous avons voulu aussi, depuis cette année, repenser un peu le cadre de travail et vraiment redéfinir ce qu'étaient nos missions. Effectivement, on a des missions qui sont dans un décret, mais à un moment donné, il faut que pour tous les intervenants qui travaillent dans notre comment dirais-je, ASBL puissent parler un même langage commun. Et quand on parle d'un accompagnement d'une situation de maltraitance, savoir ce qu'il y a derrière, quels sont les termes exacts et qu'est-ce qu'on entend par accompagnement. Donc on a vraiment retravaillé nos missions, reparlé du cadre de travail, c'est-à-dire de redéfinir, et on les verra un peu plus en détail, les valeurs, les philosophies d'accompagnement et quel était finalement notre objet de travail. Alors ça c'est important parce qu'il faut aussi à un moment donné que le conseil d'administration de cette ASBL puisse valider ce qu'on fait pour pouvoir donner quand même une légitimité aux actions entreprises et aussi donner à un moment donné un cadre de travail qui soit un cadre de référence et qui permette aussi aux intervenants psychosociaux qui sont quand même à l'écoute de situations qui sont parfois difficiles de travailler dans ce que je pourrais appeler une zone de confort entre les actions qu'elles entreprennent et le poids de ce qui est souvent déposé pour pouvoir vraiment, en tant qu'intervenant, ne pas être à un moment donné bousculé par la situation et se sentir vraiment en confort par rapport aux situations rencontrées. Et puis, il a fallu aussi à un moment donné que l'on redéfinisse nos pratiques psychosociales, c'est-à-dire concrètement sur le terrain, que fait-on, que peut-on faire et jusqu'où peut-on aller. Vous verrez qu'il y a des moments où on doit se dire, dans ces actions-là, je suspends la situation, mais je ne vais pas suspendre notre action n'importe comment, mais au travers d'une réflexion vraiment organisée pour permettre à l'intervenant de se poser toutes les bonnes questions. Alors, quelles sont finalement nos missions? Alors, la première mission, c'est une assistance au bénéfice des personnes âgées en matière de maltraitance, notamment par la mise sur pied et la gestion d'un numéro d'appel téléphonique gratuit. Donc ça, c'est la première chose. Au minimum, nous devrons gérer un numéro d'appel gratuit. Ben, ça se fait, mais vous verrez qu'au-delà de cette écoute que l'on fait, donc de cette ligne d'écoute gratuite, il y a d'autres actions qui sont entreprises par la SBL. Deuxièmement, et peut-être que certains dans la salle d'entre vous ont déjà pu assister à des informations et des sensibilisations, nous réalisons donc des informations et des actions de sensibilisation à la maltraitance destinées à différents publics. Et donc, effectivement, nous rencontrons, que ce soit des personnes âgées donc, dans les centres consultatifs, des aînés ou des associations de personnes âgées, mais aussi dans des maisons de repos, au niveau des services d'aide à domicile, nous allons faire des informations et des sensibilisations pour vraiment aller là un peu plus loin dans la discussion de la notion de la maltraitance que l'on rencontre, pour aussi pouvoir à un moment donné s'arrêter et discuter de ce qui se passe dans le journalier pour pouvoir vraiment prendre conscience des actions que l'on mène tous les jours en tant que professionnel de la santé. Et on est bien ici dans information et des sensibilisations. J'ai des mal avec les sions aujourd'hui. Nous réalisons aussi de temps en temps des formations au bénéfice de professionnels. Alors, quand on dit formation, c'est vraiment 1 à 2 journées où là on va plus en détail dans ces notions de maltraitance, ces notions de bien-traitance aussi, parce que ça peut aussi être important de lier les deux et de savoir que la bien-traitance n'est pas l'opposé de la maltraitance. Et j'en parlerai peut-être tantôt. Dernière chose, nous faisons aussi des actions d'échange d'informations, des statistiques. Et tantôt, je vous évoquerai un peu les statistiques que nous retrouvons au travers des appels. Comme ça, on peut aussi ressentir de façon chiffrée c'est quoi la maltraitance en région wallonne, en sachant très bien que c'est toujours des chiffres liés à nos appels. Ce n'est pas une vérité exhaustive, c'est vraiment lié à nos appels. Et nous avons aussi des relations avec des partenaires, soit
dans des régions limitrophes, donc en Flandre ou en région wallonne, mais aussi en France. On a des relations avec l'association ABO France, qui est un peu notre homologue au niveau de la France, et Alma France aussi. Et même, nous avons aujourd'hui une collaboration, une convention avec une université québécoise qui a mis en place une chaire de lutte contre la maltraitance. Donc, dans une université, une réflexion. Et c'est assez riche de pouvoir, à un moment donné, confronter ces idées par rapport à un développement universitaire. Alors, quel est notre cadre de travail? Alors, je vous ai dit qu'on travaille au travers de 4 valeurs. Alors, il est important de définir ces valeurs parce que, pour moi, c'est un filtre. Toutes les situations que l'on va rencontrer, toutes les actions que l'on va mener, on va les regarder au travers de ce filtre. C'est important parce que vous verrez que la toute première qu'on a mis en évidence dans cette valeur, et qui est aussi, non, je n'ai pas le logo, mais le nom, c'est le respect. Et donc, c'est vraiment accorder de la considération à la personne humaine. L'aîné reste un adulte tout au long de son parcours de vie. Et ça, c'est un élément important. Il n'est pas question ici de dire à un moment donné, je vais prendre ou faire des choix à la place de l'aîné, je vais décider pour lui. Non, notre volonté de toujours recentrer la personne âgée au centre de la situation, c'est avant tout un adulte, certes un adulte qui a vieilli, qui est, comment dirais-je, soumis à certaines actions de l'âge, donc dans des notions de vulnérabilité et de fragilité, mais avant tout, c'est un adulte. Et je rappelle qu'en Belgique, à partir d'un certain âge, 18 ans, on passe du stade de mineur à un stade de personne majeure et de personne adulte. Et donc, on peut faire des choix. Et je ne vois pas pourquoi, à partir d'un certain âge, on ne peut plus faire des choix. Je n'ai pas souvenance qu'à 18 ans, quand je suis devenu majeur, on m'ait tatoué dans le dos une date de péremption me disant qu'à 65 ans, je n'étais plus un adulte et que j'étais autre chose, une autre catégorie. Non, je reste un adulte, effectivement, je vieillis. Je suis aujourd'hui une personne âgée de 54 ans, mais un nourrisson est aussi une personne âgée d'un certain âge. Et donc, c'est une notion où il faut quand même réfléchir, c'est un état d'esprit. Et donc, c'est important de respecter le choix de l'aîné, son libre arbitre et sa libre volonté. On verra tantôt que ce n'est pas toujours évident. Quand les pertes cognitives sont là ou quand des notions d'emprise sont présentes, ce n'est pas toujours évident de respecter. Et donc, il faut trouver des moyens que pour pouvoir réfléchir à comment aider la personne à choisir ou qu'elle puisse participer au choix. C'est important. Ensuite, il y a cette notion d'impartialité. C'est-à-dire que nous travaillons dans le non-jugement. Vous connaissez tous le film Tati Daniel, ça existe. Vous en rencontrez peut-être tous les jours ou de temps en temps. Mais le principe chez nous, c'est qu'il n'y a pas de bonnes victimes et de mauvais auteurs. Il y a ce qu'on appelle à un moment donné des protagonistes dans une situation qui sont soit désignés comme auteurs ou qui sont désignés ou indiqués comme étant la victime. Et donc, il était important aussi de ne ni juger, ni a priori de dire cette personne-là a été maltraitée ou cette personne-là est un auteur. Non. On est dans des situations, et des fois, ce sont des situations très complexes, où on est dans une systémique entre la famille, par exemple, ou la personne âgée, et ce n'est pas évident. Il faut peut-être des fois regarder tout le système avant de pouvoir agir là où on estime devoir agir. Ensuite, il y a cette notion de pluralisme. C'est important aussi de considérer des situations sans regard un peu biaisé que par rapport au sexe, par rapport aux réflexions philosophiques, aux réflexions religieuses et même aux réflexions interculturelles. Donc c'est vraiment important cette notion de pluralisme. Dernière valeur, c'est une valeur, excusez-moi, mais le temps de pollen arrive. Donc c'est dans une valeur aussi d'intégrité. Et là, c'est une valeur qui est plus dirigée vers les membres de Respect Senior. Cette notion d'intégrité est importante dans le sens où on a mis en place une méthode de fonctionnement et les intervenants de Respect Senior s'engagent à respecter cette méthode d'intervention et donc de se dire que les notions de respect, d'impartialité et de pluralisme sont importantes dans toutes les interactions ou toute intervention qu'elles mènent. Alors, c'est une philosophie, donc je vous l'ai dit, basée sur la mise au centre des préoccupations de l'aîné pour toute intervention. Donc, effectivement, donc je le répète, respect des choix, des souhaits de la personne âgée, et d'écouter ses souhaits, l'entendre, et peut-être aussi pouvoir lui dire à un moment donné que les souhaits qu'elle a sont peut-être justes, mais ne sont peut-être pas
réalisable. Hein. Il y a une notion entre un souhait et la réalisation de ce souhait. C'est pouvoir aussi important de pouvoir entendre les choses, dire qu'on les a entendues, mais à un moment donné, de reformuler, de redire certaines choses, comme quoi étant des limites. On a ses propres limites et les autres ont leurs limites aussi, donc c'est important aussi cette mise au centre et d'écouter les souhaits de l'aîné. Et au travers des situations qu'on rencontre aussi, de faire comprendre à l'ensemble des intervenants autour de la personne âgée que la personne âgée ou l'aîné a le droit à la parole, a le droit à être écoutée et à participer, voire à décider pour elle-même. Aujourd'hui, je pourrais faire du saut en parachute et je ne vois pas pourquoi à 65 ans ou à 70 ans, cette idée me serait refusée. Je dois prendre en compte certaines considérations, je dirais d'ordre physique, mais l'idée, je peux y réfléchir. Je vais peut-être bousculer certaines réflexions, mais je pense qu'il est peut-être bon aussi de poser des fois les problèmes. Alors, nous avons des principes généraux. D'abord, notre niveau d'intervention. Alors, nous ne sommes pas un service d'urgence, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on se substitue à d'autres services. Effectivement, dans des situations de maltraitance, notamment physique, ce n'est pas à nous à intervenir. Il y a d'autres services beaucoup plus compétents, je pense à la police, pour intervenir. Et donc, on ne se substitue pas aux services de première ligne, ni au centre de coordination, ni à d'autres services. Donc, on est vraiment un service de seconde ligne, un service d'écoute aussi et d'action psychosociale. Effectivement, vous le verrez dans les intervenants qui travaillent au sein de Respect Senior, ce sont tous des professionnels et donc nous sommes soumis au secret professionnel. Donc on n'est pas là pour divulguer des choses, que ce soit à l'inspection de la région wallonne ou à tout autre service. Non, on est là, un service psychosocial d'écoute, d'action et donc lié au secret professionnel, bien entendu. Dans les situations qui requièrent la levée du secret professionnel, nous serons, comme tout professionnel, soumis à cette levée. C'est donc aussi un service psychosocial, c'est-à-dire nous n'avons pas de mandat, nous ne sommes pas là pour aller faire le gros doigt au fils, à la fille, au voisin, au professionnel ou à remonter les bretelles de la personne âgée parce que c'est peut-être une tati Daniel. Non, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes un service psychosocial qui avant tout écoutons la situation, essayons de prendre du recul et de trouver soit la bonne solution ou la moins mauvaise solution et nous n'avons pas de baguette magique qui nous permet de changer toutes les situations. Et des fois, elles sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles. Nous avons aussi une certaine accessibilité. Comme on n'est pas un service d'urgence, mais nous ne sommes pas appelables jour et nuit. Non, nous avons des tranches horaires pour la ligne téléphonique qui sont de 9h à 12h et de 13 à 16h du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment pour marquer le pas. Ce n'est pas de volonté de ne pas être un service de première ligne, mais c'est aussi pour dire qu'il s'agit là d'une situation ou d'une démarche quand même volontaire de venir nous contacter, de venir téléphoner auprès de Respect Senior, parce que ce n'est pas toujours évident, que ce soit pour la personne qui voit les choses ou qui a vécu les choses, de venir téléphoner dans un service tel que le nôtre pour venir déposer sa souffrance ou venir dire ce qu'elle a vu. Nous avons aussi un souci de proximité. Effectivement, on aurait pu très bien créer un call center ici à Namur, puisque le siège social est à Namur, où l'ensemble des intervenants seraient présents pour faire les écoutes téléphoniques. Non, nous avons souhaité, c'est repris dans le décret, de pouvoir à un moment donné avoir des agences par province. Et donc nous avons une agence ou une antenne par province. Il y a des petits folders qui sont là à l'entrée, on en a encore à disposition avec les différentes adresses et numéros de téléphone des différentes antennes. Donc, à savoir aussi que sur le Hainaut, la densité est tellement importante que nous avons 2 antennes, une à Tournai et une à Charleroi, les autres étant Liège, Namur, Libin pour Luxembourg, Braine-l'Alleud pour le Brabant wallon. Donc vous voyez ici un peu sur une carte, et donc c'est pour vous dire aussi que notre action est uniquement une action liée à la région wallonne et aussi de langue française, puisque nous n'avons pas de ligne d'écoute en allemand. Alors, ce souci de proximité est important aussi dans le sens où il est important que les intervenants, lorsqu'ils réalisent des actions liées à la maltraitance, dans un accompagnement de maltraitance, puissent être assez proches des réseaux qui soient autour de la personne âgée. Donc, ce souci de proximité est assez important. D'une part, pour qu'elle puisse tisser, je dis toujours elle, puisque ce sont toutes des intervenantes psychosociales, puisqu'elles puissent tisser des liens avec les différents autres services qui sont importants ou qui sont utiles autour de la personne âgée pour pouvoir, à un moment donné, orienter le mieux possible, dans certaines situations, la personne âgée ou la personne qui nous contacte vers le meilleur service adéquat par rapport
à certaines problématiques autres que la maltraitance. C'est aussi un souci de proximité que pour pouvoir réaliser très facilement, de façon plus fluide, je dirais, des informations et des sensibilisations dans les maisons de repos ou dans les associations qui sont demandées de la province concernée. Alors, l'objet de notre travail est donc c'est définir la maltraitance. On a cette grande chance dans notre décret d'avoir une définition de la maltraitance. On pourrait dire aussi à un moment donné que c'est pas toujours évident d'avoir une définition concrète parce qu'elle limite peut-être. Une définition est un cadre, mais elle limite à la fois. Ce qui est quand même important, et je vais vous la lire quand même cette définition, donc la maltraitance est tout acte ou omission commis par une personne ou un groupe de personnes qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec une personne âgée, porte ou pourrait porter atteinte physiquement, moralement, matériellement à cette personne. Donc c'est quand même assez large, mais on aime bien y ajouter trois éléments. Une qui est déjà reprise de façon implicite, c'est la relation personnelle ou professionnelle. En ce sens qu'on émet aussi qu'il s'agit là d'une relation de confiance, c'est-à-dire une relation particulière entre la personne âgée et sa famille, la personne âgée, son ami, ses amis ou son entourage, la personne âgée avec les professionnels. On n'est pas dans des relations de type commercial. Hein. Les abus de confiance des personnes âgées ne rentrent pas, en tout cas par des professionnels, ne rentrent pas dans ces considérations-là. Autre élément aussi important qu'on aime intégrer dans cette définition, c'est une notion d'intentionnalité. Alors, les actes ou les situations de maltraitance ne sont pas toujours intentionnelles. Elles sont peut-être aussi involontaires de la part d'une personne. Et c'est à ce moment-là que je disais tantôt que la bientraitance n'est pas l'opposé de la maltraitance. On peut être très bien ou souvent bientraitant et devenir maltraitant en étant bientraitant. Alors c'est assez compliqué ce que je vous dis là, mais effectivement, ce qu'on constate souvent dans des situations où l'aidant proche ou un autre aidant est épuisé, il réagit ou il surprotège la personne âgée et donc il arrive à être bien traitant, à vouloir être bien traitant, mais à un moment donné, il est tellement le nez dans le guidon que cette bientraitance peut devenir maltraitante. Et donc, il est aussi important de se rappeler que, à certains moments, la bientraitance peut aussi engendrer de la maltraitance. Autre notion que l'on veut intégrer, c'est l'acte isolé ou l'acte répété. Les notions de maltraitance ne doivent pas être toujours répétées. Un acte suffit. Une action suffit pour, à un moment donné, amener, et c'est le dernier point que je voudrais parler, la personne âgée ou l'aîné à ressentir de la maltraitance. Et ça, c'est aussi important dans notre suivi, c'est qu'il y a une définition, il y a des points qu'on agit, mais à certains moments aussi, le discours ou ce que la personne ou l'aîné ressent est important aussi. Si dans une situation, elle se sent maltraitée, il est important qu'elle puisse à un moment donné venir déposer ce qu'elle a envie de déposer, donc déposer sa souffrance, déposer sa plainte. Et c'est là qu'interviennent les actions des intervenants, on verra un peu plus tard, qui sont de l'écoute et peut-être aussi de l'information, de redire clairement à cette personne que peut-être il n'y a pas de maltraitance, mais il est important de passer par cette phase d'écoute. Alors, quelles sont les formes de maltraitance que, au sein de Respect Senior, nous définissons? Il y a la maltraitance psychologique, hein, c'est assez clair, donc c'est les chantages, c'est toute une série de diminutions, c'est le tutoiement qui pourrait aussi être considéré comme une maltraitance psychologique, c'est l'infantilisation, c'est toutes ces notions-là. Les maltraitances financières, ça peut aller du vol, du détournement d'héritage, jusqu'à la prise de 5 euros dans le portefeuille d'une personne âgée ou d'un aîné, mais si c'est répétitif, ça peut devenir très important. Les maltraitances physiques, c'est souvent celles-là qu'on pense être les plus répandues. Vous verrez tantôt dans les statistiques que les maltraitances physiques ne sont pas si importantes que ça. Quand je dis importantes, c'est dans les appels que l'on a. Effectivement, je rappelle, c'est toujours des statistiques liées à nos appels téléphoniques et que peut-être, à certains moments, ça peut être plus important, puisque ce que je vous présenterai dans les statistiques, c'est la partie émergée de l'iceberg, puisque à un moment donné, l'OMS a émis l'hypothèse, et même ça peut se vérifier, que 4 à 5 de la population de plus de 60 ans subissait des maltraitances. Donc vous voyez que si on rapporte ça à la population âgée de plus de 65 ans en Belgique, ça fait un nombre quand même important. Ensuite, nous avons les maltraitances civiques qui peuvent être
la plus grande qui pourrait, je dirais, civique, c'est d'empêcher quelqu'un de voter, mais ça peut être aussi l'usurpation d'identité, ça peut être les faux usages de faux. Et ensuite, vous avez les négligences qui peuvent être, ici on les regroupe de façon générale, mais qui peuvent être soit actives ou passives. Dans les négligences, on retrouve souvent aussi, je dirais, le manque de soins, l'oubli de soins ou peut-être l'abus de soins aussi, quand je parle de bientraitance qui provient à un moment donné de l'épuisement de l'aidant. C'est pour voir un peu. Donc, si je vous montre ça, c'est que de temps en temps, dans nos présentations, on essaye aussi de pouvoir à un moment donné lâcher un peu l'humour, parce que l'humour est quand même aussi un vecteur qui permet aux gens de lâcher leurs émotions, parce que ce qu'on constate aussi dans les situations où, lorsque l'on présente des situations ou des informations, souvent les professionnels ou les personnes âgées sont souvent quand même en pris de certaines émotions, donc il est bien aussi de pouvoir les exprimer. Alors, je vous rappelle, c'est une équipe essentiellement au niveau des intervenants liés à des professionnels. Enfin, ce ne sont que des professionnels. Donc, les intervenants psychosociaux sont constitués aujourd'hui de 7 assistantes sociales et 6 psychologues répartis dans l'ensemble des différentes antennes en Wallonie. Au niveau du siège social, nous avons une juriste, un directeur, une coordinatrice et une secrétaire. Alors, je vais m'appesantir ces deux fonctions, qui est la juriste et la coordination. Donc la coordination est importante. En tout cas, elle intervient au niveau des intervenants psychosociaux et son but est essentiel dans le sens où elle doit, à un moment donné, s'assurer que la méthodologie appliquée par les intervenants psychosociaux est la même et que l'on traite une situation à tourner de façon identique à celle que l'on traite à Liège. Donc c'est un élément important aussi. Elle est là aussi pour rappeler les règles de fonctionnement en matière de méthodologie. La juriste. Alors au niveau de la juriste, nous n'avons pas de consultation juridique vers l'extérieur. La juriste a essentiellement une fonction d'assistance des intervenants psychosociaux, notamment pour expliquer certaines situations rencontrées qui sont des fois difficiles en matière juridique à comprendre pour un intervenant psychosocial, parce qu'on n'est pas toujours versé par rapport à ça aux arcanes du monde juridique. Donc, c'est un rôle essentiel d'assistance dans les situations ou dans les informations. Et elle a aussi un autre rôle, c'est une ouverture vers le monde juridique. On a tous un langage commun. Hein. Les professionnels de la santé ont leur propre langage. Les juristes ont le leur. Et donc, pour bien se comprendre, il est intéressant de temps en temps s'accompagner d'un traducteur. Et donc, c'est son rôle aussi de pouvoir nous ouvrir au monde judiciaire. Et ensuite, élément important, un conseil d'administration pluraliste. Alors, étant une agence subventionnée à 100% par la région wallonne, au sein du conseil d'administration, nous avons des représentants du gouvernement wallon. Et je pense que c'est quand même important aussi, cette présence, pour pouvoir comprendre ce qu'on y fait, pour pouvoir apprécier aussi ce qu'on y fait. Alors, quelles sont nos pratiques psychosociales? Ici, vous voyez, elles sont mises d'une façon l'une en dessous de l'autre. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une prédominance. Hein. La première n'est pas la plus importante et la dernière n'est pas la moins importante. Elles sont mises ici de façon l'une en dessous de l'autre pour, comment dirais-je, une façon didactique. Mais dans notre fonctionnement, on peut faire de l'écoute, du renseignement, revenir à de l'écoute, faire de l'organisation de réseau et ainsi de suite. Donc, vous verrez tantôt quand je vous montrerai un schéma des actions que l'on entreprend, mais elles sont mises en cercle pour voir. C'est un cercle perpétuel. On peut passer de l'une à l'autre et peut-être ne jamais faire du contact de personnes ressources, par exemple. Donc, je vais brièvement vous les présenter. Donc, l'écoute, c'est assez simple. C'est de l'écoute active au travers de notre numéro vert, mais au travers aussi de rencontres qu'on pourrait faire de façon, je dirais, lors de sensibilisation. On peut rencontrer, on peut écouter, on ne fera pas d'action psychosociale, mais on peut écouter et réorienter vers le 0800 ou vers les permanences. Faire aussi du renseignement. C'est important de pouvoir renseigner les personnes par rapport à toute une série de choses, notamment leurs droits, mais aussi par rapport comment dirais-je, aux services existants. C'est pas les orienter, c'est renseigner. On fait aussi de l'orientation, c'est-à-dire qu'on peut aussi orienter, parce qu'on n'est pas compétent dans tous les domaines, on peut orienter vers d'autres services, que ce soit un forum, que ce soit l'inspection de la région wallonne, ou que ce soit la police, ou que ce soit le monde judiciaire, ou vers un service autre, je pense aux violences conjugales comme ça en première
lieu, mais il y en a d'autres que l'on oriente aussi. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle des démarches, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la place et en lieu de la personne âgée, mais on peut l'aider à réaliser certaines démarches, remplir des documents, lui expliquer par exemple aussi certaines, enfin, c'est plutôt de l'enseignement, mais l'accompagner dans certaines démarches pour aller porter plainte par exemple, ou pour aller rencontrer d'autres personnes dont on peut l'aider dans ce domaine-là. C'est aussi prendre des contacts avec des personnes ressources qui peuvent nous aider dans la situation, qui peuvent être aussi écoutées, mais et ça c'est important, nous ne rencontrerons jamais une personne sans l'accord de la personne âgée. C'est-à-dire que si on estime à un moment donné que le médecin est une personne ressource, son médecin traitant est une personne ressource, ou que ce soit son neveu, son petit-fils, son voisin, nous demanderons d'abord à la personne âgée si elle nous permet et si elle nous autorise à rencontrer cette personne et nous l'expliquerons aussi le pourquoi de ces démarches et peut-être des conséquences qui peut y avoir par rapport à ces démarches. L'organisation réseau, il nous arrive aussi d'organiser une rencontre entre les différents services qui gravitent autour de la personne âgée pour les informer de ce qui se passe, des enjeux, de la situation ou pour dialoguer. Élément plus important, qui est aussi une rencontre de différentes personnes, c'est de réaliser des conciliations. On n'est pas des médiateurs, on ne fait pas de la médiation, mais il nous arrive dans des situations de mettre autour de la table que ce soit les enfants, ou que ce soit la victime et l'auteur, ou que ce soit la personne âgée et d'autres personnes, pour pouvoir essayer de trouver au mieux la meilleure solution adéquate pour la situation rencontrée. Et alors là, il y a un terme tout nouveau que l'on a mis ensemble, qui, comme ça, a priori, veut rien dire. Je vous expliquerai un peu ce que c'est. C'est de la protection, j'ai toujours du mal à le dire, psychomédico-juridico-sociale. En fait, c'est quoi? C'est à un moment donné, et ça c'est nouveau dans notre réflexion, on peut se rendre compte que la situation de la personne âgée, notamment dans des notions de perte cognitive ou dans des emprises, est telle qu'elle est en danger. Alors il se peut qu'on devienne peut-être un peu plus intervenant et qu'on puisse peut-être à un moment donné, dans ces situations bien précises et qui se font dans une méthodologie bien précise que je vous expliquerai après, qu'on puisse peut-être contacter le médecin. Et c'est vrai que je vous disais tantôt, on ne fait rien sans l'avis de la personne, mais à certains moments, le danger est tel que on ne peut pas ne pas contacter. C'est important quand même aussi parce qu'on rencontre des situations difficiles, douloureuses, et il faut peut-être à un moment donné se dire là, la personne âgée est trop en danger que pour écouter ce qu'elle nous dit, ou peut-être que la perte cognitive est telle que elle ne voit pas ce qui se passe, elle ne sent pas ce qui se passe. Et donc, il est peut-être important à un moment donné aussi de prendre le pas. Mais vous verrez bien, ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas à tout moment de nos évolutions dans les situations. Alors, je vous ai dit aussi que l'on fait des actions d'information, de sensibilisation, de formation. Donc, effectivement, on va, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, informer, sensibiliser les professionnels par rapport à la maltraitance. Mais vous avez toutes les informations et si vous le souhaitez, avoir plus d'informations, savoir comment ça se fait, soit vous pouvez nous demander après la conférence ou reprendre les petites brochures pour appeler les antennes correspondantes à votre région ou tout simplement appeler le numéro vert 0800 30 330. Alors, si on stigmatise un peu toutes les actions que l'on mène, je ne vais pas ici tout vous expliquer, mais on a voulu à un moment donné mettre les choses sur papier pour voir ce que l'on fait, comment on le fait, et de mettre en place un arbre, ou une vision, ce qu'on appelle un ordinogramme de nos actions. Et c'est là que ce qui est important, c'est de voir que les actions sont en cercle, et donc ce n'est pas une action à un moment donné plus importante, mais elles peuvent être utilisées à tout moment dans notre fonctionnement. L'idée n'est pas de vous présenter le diagramme. Alors, quels sont les outils qu'on a à notre disposition? Alors, chaque situation, effectivement, est gérée par des intervenants, mais il se fait que certaines situations sont des fois difficiles, soit pour l'intervenant, soit parce que la situation est assez importante. Et alors, on réalise ce qu'on appelle des réunions d'équipe. Donc, tous les 15 jours, on a des réunions d'équipe au travers duquel il y a une partie clinique où l'intervenant peut venir exposer sa situation. Et là, on fait ce qu'on appelle un regard croisé, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe regarde un peu comment fonctionne la situation et on essaie de trouver des questionnements pour aider l'intervenant qui est à un moment donné en difficulté dans la situation pour évoluer par rapport à son fonctionnement. Alors, donc, le bilan de sa situation,
quelles sont les formes principales de maltraitance annoncées, les autres formes associées. Il faut savoir qu'il n'y a jamais une seule forme prédominante. Il en existe souvent d'autres qui sont coexistantes. On a mené en 2010 une étude à l'Université de Liège. On n'a jamais trouvé de corrélation entre une maltraitance physique ou une maltraitance financière. Il n'y a pas vraiment. Elles sont l'une avec l'autre. Par contre, on retrouve toujours, partout, c'est la violence psychologique. Alors, je ne vais pas vous lire ici, mais c'est important à un moment donné de réaliser le bilan de la situation. Et alors, on a un autre outil, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est le photogramme. Et donc, c'est un outil qui nous permet à un moment donné de faire une photo de la situation. Vous voyez au centre le petit diagramme, donc les ronds et le petit carré, c'est le génogramme de la situation. On représente la personne âgée dans sa situation avec sa fratrie, sa famille, et quel est l'auteur de la situation. Ensuite, on essaie de savoir autour de cette situation qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé, de la vie quotidienne, de l'autonomie, l'affectif, l'économique, c'est tout ce qui est en vert. Et après, aussi un peu de savoir l'historique personnel, l'historique des aides qui ont déjà mis en place, quel est le réseau primaire, secondaire, et aussi s'interroger sur l'auteur désigné. Et ensuite, on essaiera de clarifier quelle est la plainte de la personne, quelle est sa demande, parce que des fois, elle nous téléphone sans demande, et si elle n'a pas de demande, on n'a pas de mandat pour réaliser quelque chose. Donc, quelle est sa demande claire? Quel est le contrat que je prends avec la personne âgée aujourd'hui pour les prochaines actions? Et puis, quel est l'objectif que je me mets en place par rapport à cette situation? Alors, nous avons, et c'est le dernier schéma que je vais vous présenter, ici, c'est un outil qui commence à être utilisé. Donc, c'est un outil que nous avons développé en collaboration avec le Québec, puisque c'est un outil qui, au départ, est un outil québécois par rapport à une approche de la maltraitance pour un intervenant psychosocial, à savoir, est-ce qu'à un moment donné, il réalise un accompagnement? Qu'est-ce qu'il fait dans cet accompagnement? Et donc, c'est la colonne du centre en jaune, c'est-à-dire, est-ce que dans cet accompagnement, je réalise toute une série de situations? Et la question finale avant de réaliser l'accompagnement, est-ce que je suis à l'aise avec ce que je vais proposer? C'est important de savoir ça, parce que si je ne suis pas à l'aise avec ce que je vais proposer, mais je ne vais pas accompagner la situation de façon, comment dirais-je, pérenne et confortable. Et donc, je dois peut-être revenir au départ et voir ce que je vais mettre en place. Ensuite, ce qui était important, et ça c'est nouveau aussi dans notre fonctionnement, c'est qu'on s'est dit à un moment donné, on accompagne des situations, mais il y a des situations qui doivent être suspendues pour toute une série de raisons, soit parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une situation de maltraitance in fine, parce que la personne âgée veut juste déposer sa souffrance, mais ne veut pas qu'on aille plus loin, ou parce que, je dirais, il n'y a plus de solution à ce moment-là, et donc il faut arrêter par rapport à ça et peut-être passer la main à d'autres services. Et donc, c'est une notion de suspension. Et ce qui est important aussi pour l'intervenant, c'est de se dire, je suis à l'aise avec cette suspension de suivi. J'ai fait tout ce qui est dans mon possible pour apporter des choses à cette situation. La personne âgée est au clair, qu'elle peut me recontacter, mais c'est important vraiment d'acter que je vais à un moment donné suspendre. Et alors la dernière, qui est aussi nouvelle, c'est celle en rose, c'est cette protection médico-juridico-sociale qui est en fait à un moment donné où je sens qu'il y a un danger parce que la personne est en perte cognitive importante, qu'elle est dans une emprise et qu'elle ne peut plus réagir seule. Et donc, à ce moment-là, et au travers d'un dispositif bien précis de regard croisé entre l'intervenant, sa direction, la coordination et peut-être d'autres personnes, de prendre une décision sur une intervention peut-être un peu plus, si je puis dire, interventionniste, soit d'appeler le procureur du roi, soit de contacter le médecin tout simplement. Donc ça peut aller d'une rencontre avec le médecin comme une rencontre avec le monde judiciaire. Et in fine, est-ce que je suis toujours à l'aise avec la décision que j'ai prise avant de la mener? Donc c'est vraiment important cet outil-là parce qu'on est vraiment dans un accompagnement qui met des balises, mais qui permet surtout un questionnement aux différents intervenants. Alors on a toute une série de, je dirais, de produits d'information. Vous avez la petite brochure qui nous donne les différents éléments. On a un site internet, donc www.respectsenior.be, où vous allez retrouver la brochure qui est téléchargeable. Vous pouvez en commander ou vous pouvez téléphoner à la permanence pour avoir des outils d'information et de communication. Alors, je vais finir par quelques statistiques. Alors, en 2013, nous avons reçu un total de
un peu plus de 3000 appels, dont il y en avait une centaine qui des appels muets, des erreurs, des blagues, des- un coup de téléphone et puis on raccroche. Ensuite, on a ce qu'on appelle un contenu identifiable, c'est-à-dire qu'on connaît ou on peut identifier la personne. Et là, donc 2900, à peu près 1100 qui étaient ce que nous appelons des fiches de liaison. C'est soit des demandes de sensibilisation ou des appels qui nous arrivent mais qui ne nous concernent pas. Et donc, on réoriente les personnes. Et puis, 1700 appels liés à des situations de maltraitance. Et donc, nous avons géré 857 dossiers de situations de maltraitance, soit avérées, soit ressenties, soit exprimées. Donc on n'est pas là pour juger ou pour dire c'est une situation ou pas. Et je rappelle donc qu'en règle générale, 4 à 5 d'après l'OMS, de la population de plus de 65 ans est susceptible d'être maltraitée. Nous avions aussi réalisé toujours en 2010 une étude auprès de 700 personnes à domicile âgées de plus de 70 ans, donc une étude menée par l'ULG, où dans 25% des situations ou des personnes interrogées, ils avaient eu donc, non, 25% des personnes avaient eu une ou deux atteintes à leur intégrité. Ce n'est pas de la maltraitance, mais c'est une ou deux atteintes à leur intégrité. Donc on voit quand même que ce n'est pas banal. Alors, dans les actions qu'on mène, ben, essentiellement, la plupart sont des actions d'écoute et d'information, un peu moins d'orientation, l'accompagnement et la coordination. Vous voyez que c'est un peu moins important, mais c'est souvent ces situations-là qui sont plus complexes à aborder aussi. Alors, les prédominances des formes principales, donc dans 32%, ce sont les maltraitants psychologiques qui sont les plus souvent énoncés, puis vous avez les financières, les négligences, les maltraitances civiques, ensuite les physiques. Et donc vous voyez que les maltraitances ne sont pas que physiques, elles sont avant tout psychologiques et financières. Et alors inconnues, ben, vous verrez toujours dans nos statistiques inconnues, puisque je vous disais tantôt qu'on était soumis au secret professionnel, mais nous respectons aussi l'anonymat. Donc on peut nous contacter en nous disant nous voulons ou je souhaite rester anonyme, et donc nous respectons cet engagement-là aussi. Ouais, toujours un peu d'humour. Alors, ben, paradoxalement, c'est pas un grand, je ne vais pas vous dévoiler une grande information, mais la, la démographie aujourd'hui dans la population fait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, cependant, en termes d'appels, on a quand même 72% d'appels provenant de femmes, 18% d'appels au niveau des hommes, et nous n'avons pas constitué un nouveau groupe, mais dans certains cas, ben, on nous appelle, il s'agit de plusieurs personnes. Hein. Je pense par exemple dans les institutions, ça peut être 2 ou 3 chambres qui nous appellent, et donc on ne va pas commencer à séparer entre des hommes et des femmes, et donc on systématise en disant des groupes de personnes. Ça peut être aussi euh, un couple au domicile. Hein. Donc je ne stigmatise pas du tout. Alors, le lieu, et ça c'est important quand même de vous le dire. Euh, la majorité des situations de maltraitance se passent à domicile. Dans 73% des situations que l'on appelle, c'est au domicile, et dans 26% dans les institutions. Alors, ce n'est pas pour ça que c'est l'institution qui est maltraitante. C'est important à savoir, c'est le lieu de vie. Parce qu'on peut très bien avoir de la famille maltraitante en institution, comme on peut très bien avoir des professionnels maltraitants au domicile. Donc, c'est vraiment le lieu de vie, et puis il y a les inconnus. Alors, assez rapidement, ben, dans les différentes provinces, un peu la répartition. Alors, c'est assez homogène par rapport au pourcentage de nombre d'habitants par province. Si on fait la proportion du nombre d'habitants en province de Hainaut par rapport à la région wallonne, on va avoir à peu près les mêmes chiffres. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine concordance entre le volume de population et les personnes âgées qui se disent ou qui se définissent comme étant maltraitées. Alors, le premier appelant, alors ça c'est important quand même à signaler, dans presque 25% des cas, la personne âgée elle-même est un premier appelant, donc c'est elle qui nous contacte pour signaler sa situation. Ensuite, on a la famille et les professionnels qui sont le premier appelant. Le premier appelant n'est pas l'auteur. Hein. Le premier appelant, c'est la personne, c'est soit un auteur, c'est soit aussi une personne qui découvre la situation ou qui vit la situation. Alors, les auteurs désignés, ben, dans 64% des cas, c'est la famille qui est l'auteur désigné. Alors, dans l'étude qu'on avait mis en place, effectivement, on avait vu que la famille était un facteur de risque, mais à la fois, c'est aussi un facteur de protection. Pourquoi? Parce que les personnes isolées sont aussi susceptibles d'être plus souvent, comment dirais-je, maltraitées que les personnes qui sont entourées de façon
plus importantes par leur famille. Vous voyez que dans 18%, c'est les professionnels institutionnels qui sont désignés, l'entourage 6%, les autres professionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas dans une institution, pour 6%, et puis les autres, ceux qu'on ne peut pas classer. Alors, un phénomène qu'on commence tout doucement à mettre en évidence et qu'on retrouve par exemple aussi dans des statistiques au Québec, c'est l'auto-négligence. Ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui s'auto-négligent de par le comportement. On n'est pas dans une maladie mentale, mais on est vraiment là dans une auto-négligence qui fait que la personne âgée se laisse aller et elle devient maltraitante vis-à-vis d'elle-même. C'est important de signaler parce que c'est un phénomène qu'on voit apparaître de façon comme ça tout à fait depuis 1 ou 2 ans. Alors dans la famille, dans les 64%, l'auteur le plus souvent désigné, ce sont l'enfant. Ensuite, on a le conjoint et le concubin. Alors, je disais, un facteur quand même de risque, c'est l'isolement de la personne âgée. Et dans nos statistiques, plus de 26%, presque 26% des personnes vivent seules à domicile. Donc, c'est quand même un facteur de risque. Alors, on réalise aussi des séances de sensibilisation. Donc, en 2013, on a réalisé 177 séances réparties. Enfin, on a touché plus de 4500 personnes, donc au travers d'informations et de sensibilisation. Alors, vous voyez ici les différents publics, essentiellement 67 actions au niveau des institutions, des étudiants, souvent aussi des étudiants dans les formations qualifiantes, c'est-à-dire pas les humanités, mais que ce soit les infirmières ou les aides-soignantes ou les assistantes sociaux ou les paramédicaux. Des sensibilisations pour les aînés aussi. Alors vous voyez ici tout public, c'est pas que je ne savais pas calculer 22 plus 2, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le tout public, on a mis en place une pièce de théâtre, et je vous en parlerai après, et là on a fait 22 représentations de cette pièce de théâtre, et donc elle concernait tous les publics, mais de temps en temps, elle était orientée pour rien que des professionnels. Alors, ce qui est important, c'est pièce de théâtre, et si vous pouvez y assister, je vous enjoins à y assister parce qu'elle est très très intéressante puisqu'elle est organisée au travers de 4 scénettes, au travers desquelles les acteurs vont jouer un rôle. Et on se rend compte dans ces rôles, on ne voit pas toujours la maltraitance, elle est insidieuse, on se perçoit, mais est-ce qu'il y a vraiment de la maltraitance? Et donc ils jouent leur rôle, et au terme de ces scénettes qui durent 12 ou 15 minutes, les acteurs restent sur la scène et le public peut leur poser des questions. Mais ils vont répondre en étant toujours dans le rôle d'acteur. Et donc, c'est assez intéressant d'écouter à un moment donné ce qu'un acteur qui a joué le rôle peut-être de quelqu'un qui était maltraitant va vous dire et de se ressentir à un moment donné, dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce qu'il me raconte la vérité? Et donc, c'est toujours assez intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Et entre chaque scénette, les intervenants de Respect Senior viennent reclarifier ce qui s'est dit, donnent des apports un peu plus soit théoriques ou des apports un peu plus comment dirais-je, de relations par rapport aux situations. Voilà, j'en ai terminé. Et j'aime toujours de terminer par cette photo. Et j'ai jamais su répondre à la question, est-ce qu'elle était ridée ou radieuse? Je vous laisse à votre réflexion et merci de votre attention. Et si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous citer un exemple. Vous prenez une dame âgée qui a 2 enfants. La fille s'occupe tout le temps de la maman qui commence à avoir des problèmes cognitifs. Et le fils, lui, il vient de temps en temps dire bonjour à la maman. Il n'est pas très régulier au niveau des visites. À votre avis, où y a-t-il le plus de maltraitance? Dans la fille qui s'occupe tout le temps de la maman et qui a le nez dans le guidon, ou bien le fils qui se fie sur sa sœur pour s'occuper de la maman? Je vous remercie de votre question, mais c'est très difficile pour moi d'y répondre. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais c'est une situation très particulière qui se fait dans un environnement systémique. Et à partir du moment où on n'a pas d'accès à tout l'environnement, il est très difficile d'y répondre parce que je ne vais pas juger la situation par rapport à ce que vous dites. Et donc, il est important de comprendre, de savoir ce que la personne âgée souhaite aussi. Est-ce qu'elle souhaite rester dans cette situation? Et donc, on ne va pas juger pour dire
Ça, c'est le maltraitant, ça, c'est la victime. On va essayer de trouver la situation et de voir quelle est la meilleure façon de répondre. Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre parce que c'est trop particulier. Oui, il y a cette notion de ressenti aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Les séances d'information, ça consiste en quoi exactement? Alors, les séances d'information, c'est vraiment pour... ça dépend si c'est en milieu professionnel, par exemple. Je pense que c'est pour ça que vous posez la question. C'est venir dans soit la maison de repos ou auprès d'un service d'aide familiale pour expliquer de façon plus concrète, et pas en 1 heure, mais sur 2 heures, 3 heures, ce qu'est la maltraitance et peut-être aussi de prendre conscience au travers peut-être d'activités entre guillemets un peu plus ludiques sur le photolangage pour pouvoir aborder ces situations-là et d'expliquer vraiment ce que c'est une situation de maltraitance financière. On va vraiment plus loin que ce que je fais ici. Voilà, c'est vraiment ça. Et aussi de pouvoir écouter les professionnels par rapport à ces situations. On ne va pas régler la situation, mais on va les écouter et peut-être aussi donner des réponses un peu plus de réflexion ou porter des réflexions à leur connaissance par rapport à ça. C'est vraiment une prise de conscience de la problématique. Mais on peut, s'il y a une première formation, en faire d'autres qui sont peut-être plus spécifiques hein, à ce moment-là. Mais n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera toutes les informations. Bonjour. Bonjour. Où est-il possible de voir les petites scénettes là, exactement? Je ne sais pas par cœur, mais sur notre site, c'est indiqué à chaque fois qu'il y a des scénettes qui sont... il y en a partout? Il y en a partout en région wallonne. Certaines sont spécifiquement réservées pour un type de public. Par exemple, si c'est un service d'aide familiale qui l'organise, ce ne sera que pour ce service. D'autres sont ouverts à tout le public. Et donc, je vous conseille. Pardon ? Ils se déplacent ou on doit aller En fait, c'est chaque antenne qui, avec des organisateurs, organise soit à Charleroi, soit à Braine-l'Alleud ou dans la province du Luxembourg, des piécettes, des représentations des scènes. Donc, sur notre site, vous allez voir toutes les représentations disponibles. Ok, je vous remercie. Merci.